Chers téléspectateurs de Wafrica TV, vous êtes branchés sur notre chaîne et vous avez raison. Ce matin, nous avons eu le plaisir d'accueillir le professeur et abbé Michel Kouam de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et nous avons échangé avec lui dans une belle présentation sur les dimensions de l'esthétique. Nous voulons, comme ceci, commencer avec lui une série sur les métamorphoses de l'esthétique, parce qu'il en a, c'est une thématique sur laquelle il a publié 5 livres, esthétique 1, 2, 3, 4 et 5. Et quand vous allez lire ces ouvrages, vous vous rendrez bien compte qu'il y a dans les autres livres qu'il a publiés en dehors de l'esthétique, une dimension de l'esthétique. On peut donc le considérer comme, il est un spécialiste de l'esthétique philosophique. Il va rentrer un peu comme dans un échange entre Socrate et ses élèves, dans un échange avec M. Abraham Mwang, qui l'accompagne aujourd'hui, et à partir d'une thématique non classique, la danse comme mouvement esthétique entre sensibilité et rationalité. On a souvent pensé que la danse, c'est une affaire de sauvages. La danse, c'est pour ceux-là pour ceux qui ne sont pas de la classe de l'élite. La danse, c'est pour la plèbe. Professeur Michel Kouam, situez-nous sur cette question. Oui, je voudrais, merci de me donner la parole et de l'imagination, de l'intuition que vous avez de créer comme ça une chaîne télévisuelle dans le virtuel, dans l'éducation et la vie des chercheurs. Ceci dit, vous situer, c'est seulement dire que moi, Abraham, qu'on vient de présenter, s'est intéressé aux problématiques de mes enseignements, entre autres capacités qu'il a. Nous voulons dire que la danse, nous l'avions dit que parlant d'esthétique, pour bien vous situer, l'esthétique de Baumgarten, de Kant, des Allemands, ça a éclipsé, ces esthétiques ont éclipsé la musique et la danse. Et je crois que nous avons voulu faire comprendre à nos jeunes, aux futurs, aux philosophes en herbe, comme on dit, comprendre qu'il faut creuser cette dimension qui est une dimension oubliée, la danse. D'où l'intitulé de cet jeune confrère, philosophe, ayant pour titre la danse comme mouvement esthétique entre sensibilité et rationalité. Je pense il convient de lui poser la question comment est né ce thème avant de voir comment il l'a traité. D'où vous est venu le thème? Monsieur Mwang. Alors, je remercie infiniment le professeur Michel Kouam. Je pense qu'il a joué un rôle fondamental dans, je dirais, mon parcours, puisque je suis professeur de lycée, je suis professeur de philosophie, mais avant de l'être, j'ai été étudiant en philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et j'ai eu, n'est-ce pas, du côté de Colbison, comme on l'appelle aujourd'hui, un certain nombre d'enseignants qui m'ont marqué et il en fait partie. Alors le professeur Michel Kouam a enseigné un certain nombre de disciplines, la philosophie médiévale, la philosophie ancienne, avec un ancrage particulier sur la figure de Plotin, qui m'a marqué d'un point de vue philosophique. Mais le champ philosophique sur lequel le professeur Michel Kouam a le plus titillé, c'est bien évidemment la philosophie de l'art, l'esthétique. Et précisément, il nous donnait des exposés, des questions de réflexion. Et chemin faisant, je me suis en quelque sorte aussi intéressé à ce champ. Donc, je pense qu'en 3e année, il nous a donné, non en 5e année, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait déjà quand même assez de temps, des thèmes de réflexion. Et le thème qu'il nous avait donné, et puis justement porté sur la danse. Alors, en travaillant sur cette question de la danse d'un point de vue esthétique, eh bien, je me suis posé la question de savoir à quoi correspond effectivement le besoin de danser. La danse est un art,
Mais en parcourant les ouvrages des grands philosophes de Platon, au moins jusqu'à Kant, en passant par Baumgarten et Hegel, eh bien, cette dimension de l'esthétique n'a pas été fortement interrogée, fortement thématisée. Donc, je m'y suis intéressé et j'ai produit donc un petit texte qu'il qualifie bien sûr d'intéressant. Bon, ce sont des propos flatteurs. En tout cas, un texte qui porte sur le rapport que cet art, la danse, entretient d'une part avec la sensibilité et d'autre part avec la rationalité. C'est juste, parce que l'esthétique vient du terme grec l'aisthésis, c'est-à-dire ce qui est senti, ce qui est vécu dans un sentiment, l'aisthésis. Et justement, vous faites le lien, ou vous faites une discussion entre l'aisthésis, la sensibilité, et la rationalité. Que voulez-vous nous dire à travers? Est-ce une opposition? Est-ce un prolongement? Est-ce à vous de nous dire? En fait, le mot juste ici, me semble-t-il, c'est le mot dialectique. Il y a une dialectique entre la sensibilité et la raison. C'est peut-être là les catégories de Kant, hein, die Sinnlichkeit und Vernunft. On se souvient de la critique de la raison pure. En tout cas, les questions d'ordre esthétique se situent dans le prolongement de la philosophie critique de Kant. Et c'est peut-être dans ce sillon, justement, que j'ai voulu thématiser la question de la danse. Donc, il y a une dialectique entre la sensibilité et la rationalité dans la pratique de la danse. C'est-à-dire que le danseur gesticule, il effectue des mouvements corporels. Et la corporéité ici est dans l'expression de la sensibilité. C'est-à-dire on voit quelqu'un qui, à travers une certaine gymnastique, émeut des gens dans une foule, dans une salle. Mais est-ce que le besoin de danser, que je considère dans cet article comme étant un besoin proprement humain, parce que les animaux ne dansent pas, et si les animaux ne dansent pas, c'est précisément parce qu'ils sont dépourvus de raison. Cela suppose qu'il y a un rapport inextricable, étroit, entre la danse et la raison, puisque les animaux ne dansent pas. Et donc, j'ai donc voulu montrer que celui qui danse involontairement ou inconsciemment veut peut-être manifester, on pourrait dire, un plaisir tout simplement corporel. Mais je dis bien inconsciemment, parce qu'en réalité, derrière le plaisir de danser, derrière les gestes du corps, il y a, si vous voulez, une rationalité. C'est ça, tu as parlé. Qui est vraiment fondamentale et qui tient vraiment en tant que fondation ces gestes du corps. Et il y a derrière cela des messages purement intellectuels, purement intelligents derrière cet acte, je dirais, de danser. Et si tu étais en face des amoureux des animaux, excusez-moi, la trivialité, il peut vous dire que les moutons gambadent. Après, excusez-moi, un geste sexuel d'un coq ou de ceci, il y a des cris, il y a des sautillements. Sont peut-être pas là les signes que la danse peut se trouver même à des niveaux les plus frustres. Bien sûr, l'homme est un animal, tout comme les animaux que vous citez, mais c'est un animal sui generis, c'est-à-dire un animal d'un autre genre. C'est la même problématique avec le travail. On voit quelques animaux se livrer à certaines activités. Les oiseaux, en se servant de quelques éléments de la nature qu'ils concordent par là, tisser des nids. On voit l'abeille, justement, monter, on pourrait dire, sa ruche, justement. On voit les termites faire des termitières. Mais est-ce que ces animaux travaillent ? C'est la question. Et donc, en fait, c'était une sorte de parenthèse. Une parenthèse, justement. Si on revient à l'art et à la danse, précisément. Est-ce que les animaux dansent précisément? Il me semble non. Parce que, comme je viens de le dire, la danse a quelque chose à voir avec la raison, avec la rationalité. Ils esquissent des gestes qui sont liés intrinsèquement à leur instinct. C'est ça. Et donc, on ne peut pas demander à un oiseau de faire la danse du coq, la danse entre guillemets, puisque on ne peut pas réserver cet art aux animaux. C'est pour ça que je mets cela entre guillemets. Donc, ce que je vais vous montrer par là, c'est qu'il y a une dimension rationnelle dans l'acte de danser. Ça permet de définir. Qui n'a pas été fortement Ça thématisé. permet de définir la danse.
Par-delà ce qu'on pourrait appeler, comme tantôt quelqu'un le disait, c'est une affaire de sauvage, certains peuvent le dire. La danse, est-ce un divertissement sans portée? Et c'est pourquoi vous avez tenté, quelle est l'essence de la danse? Quelle est son essence de la danse? Justement. Au-delà des critiques, divertissement pur et simple, qu'est-ce que vous donnez comme signification pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de honte à danser? Justement. Et la question me semble fondamentale. Danse-t-on pour se divertir exclusivement? Est-ce que la finalité de la danse est tout simplement ludique? Eh bien non. Et là, ça me permet une fois de plus de revenir sur l'ancrage rationnel. Celui qui danse, certes, il veut s'épanouir. Cela part de là. Donc on ne peut pas aussi évacuer la sensibilité. Il veut s'épanouir, il veut manifester quelques plaisirs un peu épicuriens, au sens banal du terme. Mais au-delà de cet épicurisme qui est lié à la danse, il y a cette dimension des véhicules d'un certain nombre d'idées. Et donc, au-delà de l'aspect ludique, il y a l'altérité, il y a la sociabilité. Et donc, dans un monde un peu menacé par un certain nombre de phénomènes, on fait allusion aujourd'hui à la Covid-19, qui a entraîné des confinements par-ci, par-là, et donc la fermeture des musées, des salles de cinéma. Le besoin de danser, ou à l'art qu'on appelle la danse, se trouve en quelque sorte imparti. Et donc, est-ce qu'on peut danser seul dans sa maison? Alors, celui qui danse seul dans sa maison s'épanouit-il véritablement? Non. Et donc, la danse participe d'un mouvement de sociabilité, c'est-à-dire de sociabilité naturelle au sens aristotélicien du terme. C'est bien, sociabilité, mais on peut avoir doit du se plaisir. porter à l'autre, et la danse nous porte à l'autre, à autrui. C'est vrai. Fondamentalement, c'est ça, mais on peut avoir besoin, quand je lave mon sol parfois chez moi, je mets la musique, en lavant mon sol, je danse seul quand même. J'ai un plaisir. Comment tu qualifies ce plaisir? J'allais dire un peu égoïste. Bon, j'ai déjà peut-être donné le terme. Je danse seul chez moi. Comment tu qualifies cette attitude ou ce comportement? Oui, en réalité, c'est que la danse, indépendamment de la présence humaine, c'est un art qui transporte l'âme vers un certain niveau de compréhension des choses. Et donc, on peut être seul et danser, mais le plus important dans cet art de la danse, c'est qu'elle trouve toute sa signification dans son rapport avec autrui, dans son rapport avec l'altérité. Voilà. Est-ce que la danse n'est pas culturelle et que l'acte de danser n'est pas fonction d'une musique qui est jouée? Parce qu'on oublie peut-être de dire qu'on danse à un rythme. Est-ce qu'il n'y a pas des rythmes qui imposent l'action de danser? Et du coup, si on est dans une société où on n'a pas ce type de rythme, il est probable qu'on n'ait pas l'opportunité de danser. Très bien. La question est fondamentale et elle me permet de faire allusion à un texte très important d'un philosophe camerounais, Hubert Mononjana, qui a écrit un texte intéressant intitulé « Les chansons de Sodome et Gomorrhe ». Alors, il faut noter que la danse, d'un point de vue ontologique, du point de vue de son essence, revêt une dimension universelle. Et en parlant de l'universalité de la danse, ça me fait aussi penser aux critiques qu'on a fait à l'art nègre, et il y a aussi un texte intéressant du père Michel Kouam, le je danse dont je suis, une sorte, je dirais, des clins d'œil à Descartes. C'est-à-dire qu'on définit l'homme nègre comme étant un être dansant, que la danse est une particularité fondamentale du nègre. Mais c'est un reproche en quelque sorte qui me semble un peu étriqué, compte tenu de l'universalité de la danse. Les êtres humains, en fait, la danse est un besoin humain. Mais cela ne suffit pas, ou alors ne veut pas dire qu'elle n'est pas culturellement ancrée. Donc il y a des rythmes qui inspirent un certain type de danse. Et donc, de ce point de vue, on peut danser d'une façon bien précise, ne peut être compris par un autre public. Et donc la dimension de l'altérité intervient toujours. C'est la culture Bafia, par exemple, par la danse de Bafia, le Mangambo ou les danses de Bikutsi sont culturellement ciblées.
c'est peut-être l'occasion de dire que la danse épouse des contours parfois d'une culture, certaines habitudes, de telle sorte que si tu ne danses pas selon certains mouvements que la culture a retenus, il y a une expression dans ma langue, on dit « il danse mal ». Parce que vous avez raté les canons de cette danse bafia ou de Mangambo ou du Bukotsi. Qu'est-ce que vous dites? Et c'est peut-être là une sorte de rationalité codifiée dans la culture. On danse avec le pied droit, on danse avec une sorte de rationalité, on danse avec le pied droit ou le pied gauche, on danse avec le ventre ou avec le bas-ventre. Il y a une sorte de... Est-ce qu'on peut voir une sorte de rationaliser le subjectif? Mais justement, il y a une rationalité culturelle qui est inhérente à la danse. La capoeira, qu'on trouve par exemple au Brésil, elle n'est pas rencontrée par exemple en Afrique, bien qu'elle passionne les Africains. La salsa. Et donc, la question du rythme qui a été mise sur la table a une importance capitale. Et donc, il y a donc des canons, il y a des principes, des règles qui sont définis dans chaque culture et qui accompagnent donc justement la danse. Et donc, celui qui ne respecte pas ces principes est qualifié donc justement par les tenants de cette culture comme quelqu'un qui danse mal. Et donc, danser mal n'a rien à voir avec des questions d'ordre moral ou éthique. Hein. Et donc, ce sont des questions purement esthétiques. Cela veut dire que la question du beau dans la danse obéit à des critères qui sont culturellement définis. Si bien que celui qui ne respecte pas ces critères se voit en quelque sorte exclu, entre guillemets, de la danse d'une ère culturelle bien déterminée. On parle par exemple en Afrique de la danse bafia où on effectue un mouvement du pied en allant et puis on retourne en arrière. Et on voit derrière la danse bafia, l'idée de danse bafia, en fait, on part parfois de la danse bafia pour faire des analyses d'ordre éthique, d'ordre politique. C'est-à-dire lorsqu'on parle par exemple du rétropédalage, lorsqu'on parle par exemple parfois de la transhumance politique, des choses comme ça, on s'inspire très souvent de ce qu'on observe dans les gestes corporels pour dire que la danse peut donner de la matière à réflexion à d'autres champs des réflexions en politique, en éthique, mais même en épistémologie, cela est possible. Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui, la danse est un acquis culturellement défini par un certain nombre de canons, de principes qu'il faudrait absolument respecter pour se faire accepter par les membres d'une culture donnée. Monsieur Mouank, quand nous regardons la culture occidentale, elle nous a apporté ce qu'on appelle les partitions. Vous pouvez chanter suivant des mesures. On peut mesurer ce qu'on chante. Est-ce qu'on peut mesurer ce qu'on danse? C'est ça. Alors là, c'est une question purement épistémologique et qui est liée, puisque lorsqu'on parle de la mesure, là, on fait allusion à la question donc justement des partitions. Parce que les partitions dans la musique occidentale répondent à ce besoin, je dirais, de mathématisation de la musique. Et lorsqu'on parle de mathématisation, ça me fait penser à Pythagore. Parce que les notes musicales remontent justement, on pourrait dire dans la Grèce antique, mais les égyptologues nous diront qu'on pourrait aussi remonter à l'Afrique. Et donc, la danse se mesure. Et on revient donc justement au principe. Celui qui danse mal et celui qui danse bien. Eh bien, c'est à partir donc justement de la mesure qu'on peut justement définir qui danse bien et qui danse mal. En fait, la mesure est liée à l'adéquation qui existe entre la musique qui est chantée et l'expression de la corporalité. C'est-à-dire que celui qui danse bien, et lorsqu'on dit qu'il danse bien, cela suppose qu'on est en train de mesurer justement l'acte de danser qu'il effectue. C'est celui donc justement qui pose des gestes dont, en fait, qui sont en parfaite adéquation avec la phonétique musicale. Et donc il y a une façon de mesurer la danse. Sauf que là, c'est empirique et ça ne peut se faire qu'en fonction d'un jeu de corps qui rentre dans notre sensibilité. Ma question, c'est justement de savoir comment est-ce que nous on fait pour que nos danses rentrent dans l'histoire avec des schémas scientifiques positifs et connus qui peuvent rester dans l'histoire. Comme esthète, je ne sais pas si le mot est juste,
comme esthète de la danse, est-ce qu'il est possible que nous puissions matérialiser notre danse de sorte qu'en donnant le papier de la danse bafia à une culture colombienne, qu'on réussisse à l'interpréter pour reproduire la même danse dans la culture colombienne? Je pense que c'est là que se situe le problème. Cela se fait aujourd'hui. Quand on voit les Colombiens, d'ailleurs, tout récemment, lors de la Coupe du Monde de 2010, si ma mémoire est bonne, on a vu Shakira reprendre la musique, on pourrait dire, la musique grandiose des Angalewa. Zamina, mina, waka, waka, zamina, zamina, zamina. Hein? Et donc, ce chant qui a été repris par Shakira et dansé à la fois par des Africains et des Occidentaux, témoigne donc justement de la possibilité que peuvent avoir les danses africaines à être jouées et dansées par les autres. Cela suppose qu'en réalité, la danse africaine n'est pas une danse, je dirais, repliée sur elle-même. Hein. Elle n'est pas une danse fermée. Donc il y a des codes que les autres respectent, et s'ils respectent ces codes, ils peuvent se l'approprier. De la même manière que vous trouvez des Africains danser ou alors exécuter des gestes, n'est-ce pas, de rumba, de salsa, et ainsi de suite. Donc, en fait, le problème que vous posez me semble fondamental, à savoir l'appropriation des canons qui caractérisent les danses culturellement connues. C'est ça, mais ceci dit, il faut dire que malgré cet effort, cette évolution, Talande Marie a mis ses musiques en partition. On peut danser beaucoup. À Douala, il y a certains makossa qui sont mis en musique, que ça a évolué pour qu'effectivement on sorte d'un ésotérisme musical ou d'un exotisme musical. Cependant, je pense que est-ce qu'on ne peut pas souligner que certaines danses mystiques, magiques qu'on trouve dans notre culture, puisqu'on parle, sont intraduisibles rationnellement, et que peut-être c'est pas une critique, c'est peut-être ce qui fait l'éthos de cette culture. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des choses dans des chefferies, dans certaines danses mortuaires qui restent pas rationalisables. Ça reste d'une sensibilité un peu magique, entre guillemets. Oui, bien sûr. La danse et sa sœur, on pourrait dire jumelle, la musique, revêtent ensemble, on pourrait dire, des mystères. Et cela me semble fondamental. Dans toutes les cultures, et en Afrique, par exemple, vous trouvez des danses ou alors des registres musicaux qui peuvent être repris par les autres, mais à condition, bien sûr, comme je viens de le dire, qu'on respecte un certain nombre de canons. Et donc, cela suppose aussi l'initiation. Vous avez par exemple un Vet, qui est connu en Afrique centrale et ailleurs, au Gabon, au Cameroun, mais n'est pas chanteur d'un Vet qui veut, mais qui peut, pour reprendre une formule de quelqu'un. Et donc, il y a de la mystique dans la musique et la danse africaine. C'est clair. Et il faut donc justement s'approprier justement ces canons pour pouvoir les exécuter. Donc cela suppose donc l'initiation à la culture africaine, l'initiation à la danse africaine. Et d'ailleurs, ceux qui assistent à des cérémonies de funérailles ou alors à des obsèques, dans l'air culturel, par exemple, Betty, vous avez des chants qui sont entonnés pour rendre, par exemple, hommage à des morts. Vous avez toutes sortes de choses en Afrique. Hein. C'est ça. Je crois qu'il y a pour pouvoir mettre à profit la dimension mystique de la danse africaine. C'est exact. Bon, en restant mystique, ça fait une part le propre de cette culture. On ne saurait dévoiler. Le mystère, parfois, n'est pas dévoilable. Il faut rentrer. Si bien que les rites d'initiation, si on prend le cas d'Éric Deroni, qui a été initié, puisque tu parles d'initiation. Les yeux de ma chèvre. Les yeux de ma chèvre. On dit, ceux qui lisent critiquent, qu'il n'a pas été au bout de l'initiation, parce qu'il y a quelque chose qui doit rester le non-dit de la culture.
Autrement, j'en reviens à quelque chose qui était bien là, d'avoir parlé un moment au début, avant qu'on ne rentre dans les questions de culture et de la musique et de la danse. Si on reste un peu dans ces théorisations de l'esthétique, ce serait bien de voir ce que vous aviez dit. C'est pas un jugement moral, c'est un jugement esthétique, c'est bon. Ça nous donne de rentrer dans les théories de Kant, par exemple, que tu as cité tantôt. Quelle différence il fait entre le jugement esthétique et le jugement moral? Oui, en principe, c'est une question qui se situe, je pourrais dire, aux confins même de la philosophie de Kant. Et là, on sort, bien sûr, des calanques de Bantou, de la danse africaine, pour rentrer vraiment dans la philosophie transcendantale kantienne. En fait, le jugement esthétique est un jugement du goût. Le jugement esthétique chez Kant, c'est essentiellement le jugement du goût. Et lorsque Kant parle du goût, il ne s'agit pas de la saveur de la canne à sucre ou alors de la saveur du parfum, par exemple, du miel. Le jugement du goût chez Kant, qui est un jugement purement esthétique, est un jugement qui nous permet d'évaluer la beauté des objets que l'on rencontre dans la nature. Et pas seulement la beauté des objets, mais la beauté des actions humaines aussi. Or, le jugement moral est un jugement qui porte sur le bien, tandis que le jugement esthétique porte sur le beau. Voilà. Mais le beau dans l'art, il faut bien préciser. Et donc, voilà, mais ces deux jugements ne sont pas opposés. D'ailleurs, la critique de la raison pratique a été une sorte de prolégomène à la critique de la faculté de juger. Il faut dire que la critique de la raison pratique, c'est 1788, alors que la critique de la faculté de juger, qui porte sur des questions précisément d'ordre esthétique, date de 1790. Et donc, il y a une sorte de prolongement moral de la réflexion de Kant qui aboutit dans des questions, je dirais, de jugement. On pourrait aussi lire à cet effet le texte très intéressant de Kant sur l'observation sur les sentiments du beau et du sublime. Et donc, où la question de l'art revient fondamentalement. Donc, pour résumer, le jugement esthétique, c'est le jugement qui porte sur le beau dans l'art, et Kant anticipe aussi en quelque sorte Hegel, tandis que le jugement moral porte sur les actions humaines, sur le bien. C'est ce que nous devons faire pour que nos actions soient qualifiées de bonnes. Donc voilà en quelque sorte la nuance. Pour vos élèves, puisque vous êtes en train de... S'il vous pose la question, Kant dit, quand le jugement moral se mêle au jugement esthétique, ça fausse tout. Qu'est-ce que ça dit? Oui, justement, parce que nous sommes dans des questions là purement esthétiques. Mais comme je viens de le dire chez Kant, il n'y a pas une dichotomie entre le jugement esthétique et le jugement moral. Il n'y a pas une dichotomie entre les deux, mais chaque domaine a sa particularité. Et donc, la question que vous posez renvoie à la distinction que Kant lui-même établit dans la critique de la faculté de juger entre ce qu'il appelle d'une part la beauté libre et d'autre part la beauté adhérente. C'est-à-dire, la beauté libre d'un objet, c'est celle qu'on doit juger en tenant exclusivement compte des critères esthétiques. Tandis que la beauté adhérente, c'est celle qui s'intéresse à la perfection, à la techné, dont parlaient justement les Grecs, au perfectionnement, à l'utilité. C'est-à-dire que je peux poser une action, elle peut être bonne sans être efficace. C'est-à-dire elle peut être bonne sans être belle en quelque sorte. Et ça me permet aussi de faire allusion à cette distinction, à cette pensée de Kant qui, dans la critique de la faculté de juger, dit que l'art n'est pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Et dans les questions de Darstellung, comme dit en allemand, et donc de représentation, on doit les considérer d'un double point de vue. D'un point de vue moral et d'un point de vue esthétique, sans établir une ligne de démarcation entre les deux types de jugements. Quand, si on l'a bien compris, je ne sais pas, tu vas corriger Il dit, par exemple, pour être concret, si la mosquée là où on entend chanter, cette belle mosquée de Tsinga, si on demandait par exemple, est-ce que cette mosquée est belle?
et que vous dites non, elle n'est pas belle parce que ce sont les musulmans. Le jugement est faussé. Parce qu'on ne vous demande pas un jugement de valeur. On demande si c'est bien construit ou pas. Le palais de Toudi est-il bien construit ou pas? Vous dites non, c'est pas mon frère qui a mangé le gombo sur ça, c'est pas lui qui a construit, donc il n'est pas beau. Donc on mêle les jugements. Donc quand on nous demande de faire une distinction entre nos jugements qui peuvent pervertir esthétiquement, là c'est bien. Est-ce que les colonnes sont bien placées? Est-ce qu'on a fait des belles ogives? Il faut le dire. Que ton frère est construit ou pas, c'est beau, indépendamment de cette adhésion de ton frère. Oui, professeur, précisément, c'est la distinction que Kant établit dans la critique de la faculté de juger entre l'agréable, l'utile et le beau. L'agréable se distingue du beau. Et donc, les questions qui relèvent de l'agréable et de l'utile sont purement... en fait, des jugements qui relèvent de l'agréable et de l'utile sont des jugements purement subjectifs et qui ne sont par conséquent pas esthétiques. Parce que le véritable jugement esthétique, c'est le jugement qui porte sur le beau. Et un jugement libre. Et non, il est non seulement libre, mais surtout, d'après Kant, universel. C'est ça. Et beau, c'est qui plaît universellement. C'est ça, c'est justement cette faculté de la liberté qui va nous faire juger sans certaines catégories biaisées, qui va donner son universalité. La condition de la liberté était une condition d'universalité. Si on pouvait tout juger libre, c'est pour ça qu'il parle de subjectif universel. Je pense que on comprend pourquoi la question du beau est parfois une question fragile, discutable, et peut-être comme tu vas enseigner, il faudrait peut-être que sur le champ de pédagogique, quand même, on essaye de s'intéresser à notre invité sur la manière dont il rentre dans le champ d'enseignement de la philosophie, au-delà des grandes théories que nous venons d'évoquer. Ce sera certainement le prochain entretien que nous aurons dans cette émission, Interrogeons-nous. Et nous remercions M. Abraham Wang pour ces éclaircies sur la question de la rationalité ou de la sensibilité dans la danse. Nous remercions son maître, le professeur Michel Kwam. Merci de nous conduire dans cette logique, dans cette dimension des belles œuvres, dans cette dimension de la beauté, dans cette dimension de la contemplation qui n'échappe pas à notre rationalité. Chers téléspectateurs, vous pouvez vous rendre compte que c'est bien complexe, cette question de la danse, quand nous voulons la rationaliser. Nous voulons que vous n'hésitiez pas à acheter des ouvrages, les ouvrages que nous avons cités d'ailleurs et que nous allons vous présenter dans le film en fin d'émission. Achetez ces ouvrages et essayez de comprendre ce que c'est que la complexité de l'existence même. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission et nous vous disons à très bientôt sur Africa TV. Merci. Merci, professeur Michel Kwam. Merci, monsieur Abraham. Dans les œuvres que nous voyons, sont d'abord les œuvres littéraires, d'écriture, philosophique, croisées parfois par des informations théologiques pour éclairer le sens des différents paradigmes de l'esthétique, à savoir la contemplation, l'attention, la musique, la danse, l'ordre, l'harmonie, etc. Tout ça qui converge vers ce que nous pouvons appeler l'esthétique du dépassement. Du dépassement de quoi? Le dépassement peut-être de ces objets plus pratiques, plus matériels. Le vieux monsieur sous le froid, qu'un artiste a essayé de représenter avec son chapeau du vieux homme de la Sibérie, coincé dans le froid au bout. Cette silène-là, cette belle silène, au sein dru, c'est ça les fantasmes des artistes. En même temps, cette combinaison entre l'homme et la femme, c'est la magie de l'être. Et c'est peut-être ce que Edgar pourrait dire, la possibilité de la transformation
en une entité qui n'est pas une entité humaine, en une double entité, selon sa trilogie du corps, esprit et ombre. Ça peut nous donner à réfléchir cette belle Silène qui est là devant vous. Et plus, à côté, c'est des très belles lignes. Ce qui me plaît et ce qui frappe ceux qui aiment l'art, c'est tout un travail que disait Plotin. Tectaenoto son, ne cesse de sculpter ta propre statue. On voit comment un bois sans forme revêt une forme par des lignes précieuses qui se dessinent sur le visage de cette belle femme. Je devine que c'est peut-être le visage de la Vierge Marie que toutes les iconoclastes ont essayé de mettre d'une manière enveloppée par ce manteau qui n'est qu'un manteau d'une partie de son corps. Et là, les lignes sont encore beaucoup plus travaillées quand nous voyons effectivement ce visage du Christ. Ce visage de Jésus-Christ est taillardé, avec une barbe quand on la voit de près, avec une millimétrie de l'orfèvre d'un fabricant d'or, d'une chaîne. C'est travaillé. Et c'est tout le travail. Le bara Elohim, la création de Dieu, bara, Dieu, le verbe bara en hébreu, le verbe créer, Dieu crée des choses belles. Les artistes essayent avec de burin, avec de tracer des lignes, de faire un visage. Je crois que si parfois on parle de lait comme un masque africain, montrer comment certains masques africains manquent de finition, manquent de finitude, de finition au niveau de l'entaille, au niveau des lignes, au niveau des traits. Parfois, c'est tout grossier pour exprimer quelque chose. Et enfin, ce peigne est juste pour montrer parfois la confusion qu'il y a entre l'art et l'artisanat. Ça, c'est une œuvre d'artisanat par rapport à la création qu'on pourrait voir sur les tableaux de Picasso ou sur les tableaux d'Angel Benvenue. Bon, l'artiste a fait son travail pour que ce soit utile. Là, l'artisanat est au service de ce qui est utile.